Juillet 1997. Des enquêteurs de la police du Texas investiguent sur un meurtre atroce qui a eu lieu dans la banlieue de Lancaster, près de Dallas. Chez la victime, dans un coin du salon, ils trouvent le corps étendu d'une ancienne professeure à la retraite, Dorothy Booth, 71 ans. Le lieutenant Nolan Smith raconte la scène. Il y avait du sang sur les murs. Dans la cuisine, il y avait un bloc à couteau en bois. Il était au centre de la cuisine, recouvert de sang. Il y avait du sang sur tous les meubles, sur les plans de travail. C'est sûrement une des scènes les plus sanglantes que j'ai jamais vues. La victime a été poignardée à plusieurs reprises. L'arme du crime reste introuvable. Le sang de Dorothy Booth est présent dans toute la maison. Ce qui implique que son assaillant l'a poursuivi, tout en l'attaquant sauvagement à coups de couteau. Les enquêteurs étudient soigneusement les blessures de la victime et découvrent la cause de sa mort. Elle avait des traces de coups violents à la tête et au visage. Elle a été frappée à plusieurs reprises. On a retrouvé des morceaux de ses dents à côté d'elle sur le sol. Elle a été blessée au visage avec un candélabre. Il remarque un autre détail sordide. Un autre élément nous a interpellés. Il manquait son annulaire. Il avait été sectionné. Le bloc en bois ensanglanté dans la cuisine et le corps amputé d'un doigt dans le salon amènent le procureur Greg David à une terrible conclusion. Tous les éléments indiquaient qu'elle était encore vivante lorsque son doigt a été sectionné. Madame Booth a été victime d'un acte d'une extrême violence. Pour le psychocriminologue David Holmes, le massacre que raconte cette scène de crime prouve que les autorités n'ont pas affaire à un criminel comme les autres. Les traces de sang présentes dans 5 pièces différentes montrent que la lutte entre Dorothy et son agresseur a duré très longtemps. Il y avait des traces au sol, dans la cuisine, là où elle avait été traînée. Cela témoigne de la grande cruauté de son meurtrier. La police étudie la scène à la recherche d'éléments expliquant le mobile du meurtrier. Elle découvre que les biens de la victime ont disparu. Nous avons passé presque 18 heures à fouiller la maison. Son sac à main avait disparu, ainsi que sa voiture. Les enquêteurs reçoivent une information primordiale qui les mène sur la piste du mobile financier. Après avoir interrogé sa famille, nous avons appris qu'elle portait une alliance au doigt sectionné. Les preuves laissent penser que le meurtre de Dorothy Booth est la conséquence d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Mais l'extrême violence de sa mort suggère une autre hypothèse. En général, les cambriolages ne mènent pas au meurtre. Ce n'est pas habituel. Ça peut en être la conséquence malheureuse, mais le fait de s'introduire chez quelqu'un et de l'assassiner dans d'atroces circonstances, juste pour une raison financière, cela peut être dû à la consommation de drogue. L'assassin de Dorothy Booth est peut-être un toxicomane, désespérément à la recherche de sa prochaine dose, au point de tuer de sang-froid.
Mais pourquoi s'attaquer à une professeure à la retraite dans sa propre maison? La police examine la scène à la recherche d'indices. La porte ne présente aucun signe d'effraction. Mais elle découvre quelque chose d'étrange dans le couloir. Il y avait une tasse de sucre renversée. Cela n'avait pas de sens. Nous avons donc pensé que la personne qui l'a tué était venue lui emprunter du sucre. La police pense alors que Dorothy Boos connaissait son agresseur et qu'il pourrait habiter dans le quartier. Et si l'on associe cela au fait que la victime ait été violemment pourchassée, le collègue de Nolan Smith pense avoir une idée de l'identité du tueur. Après avoir soigneusement observé la scène de crime, le sergent Stallings a affirmé que c'était l'œuvre d'une femme. Je lui ai demandé pourquoi, et il m'a répondu « à cause de la lutte ». Dorothy Boos était en bonne santé, mais le fait que la lutte a duré aussi longtemps et dans autant de pièces indique que le meurtrier était une femme. La police interroge les amis et voisins de Dorothy Boos afin de découvrir si l'un d'eux avait des raisons de lui en vouloir. Elle récolte des informations étonnantes. Elle avait dit à ses amis qu'elle avait prêté de l'argent à une de ses voisines. C'était ensuite devenu récurrent et Dorothy Boos a voulu y mettre fin, mais elle avait peur. Elle ne savait pas si la personne allait être en colère après ça. Nous ne savions pas avec certitude de quelle voisine il s'agissait. Quand elle en parlait à ses amis, elle ne disait pas où habitait cette personne, c'était juste une voisine. La nouvelle du meurtre se répand vite dans Lancaster. L'ancienne journaliste du Dallas Morning News Reporter, Holly Becca, se souvient de son impact sur les gens de ce quartier très soudé. C'était un vrai choc. Je suivais les infos. Les gens disaient « C'est pas vrai, j'aurais jamais pensé que ça pouvait arriver à côté de chez moi. » C'était un meurtre violent et cruel. Alors que la communauté est terrorisée, la police redouble d'efforts pour découvrir l'identité de l'assassin. Très vite, elle est sur une piste prometteuse. Le lendemain du meurtre, la banque de Dorothy Boos l'appelle. Un des enquêteurs décroche. Sa carte de crédit avait été utilisée. Son conseiller bancaire avait trouvé ça bizarre et il l'a appelé. Nous avons demandé à la banque de nous contacter dès qu'il y aurait d'autres mouvements sur son compte. Quelques heures plus tard, la carte est utilisée dans un magasin de vins et spiritueux à 24 km de là, à Dallas. Les enquêteurs s'y rendent immédiatement. Ils interrogent la responsable du magasin, qui se souvient de la cliente ayant utilisé la carte bleue. C'était une Afro-américaine d'environ 30 ans. La description correspond à des milliers de femmes dans la région de Dallas. Sans plus d'informations, cette piste est un cul-de-sac. Les enquêteurs doivent changer d'approche. Ils se concentrent sur la voiture volée. La voiture de Dorothy Boos avait disparu. Donc elle avait été enregistrée dans le fichier des voitures volées. Pendant que l'on enquêtait sur les paiements effectués par carte, l'unité spéciale de policiers en civil de la police de Dallas nous a contactés, car elle avait localisé le véhicule dans le sud de la ville.
Un homme seul a été vu dans la voiture. Nolan Smith ordonne à ses collègues de l'arrêter immédiatement pour l'interroger. Au poste de police, les enquêteurs questionnent le prévenu, car il a été retrouvé dans la voiture d'une femme assassinée. Il maintient ne pas avoir volé la voiture. Mais il connaît le nom de la personne responsable. Toutes les pièces ont commencé à s'assembler. Le prévenu a déclaré qu'une femme, qu'il connaissait seulement sous le nom de Kim, avait conduit la voiture jusqu'à la résidence où la police de Dallas l'a retrouvée. Il déclare aux enquêteurs que la suspecte est une Afro-Américaine d'environ 30 ans. La description correspond à celle de la personne qui a utilisé la carte de crédit de Dorothy Booth. La vérité sur le meurtre éclate. Il sait où habite Kim. Il disait être déjà allé chez elle à Lancaster. Il a accepté de nous y emmener et de nous donner des informations sur le lieu où elle habitait. Nolan Smith et le témoin prennent la route. Quand ils arrivent à destination, l'enquêteur est sous le choc. Il nous a donné l'adresse et nous sommes arrivés devant une maison adjacente à celle de Dorothy Booth. Au poste de police, les enquêteurs épluchent leur base de données pour trouver l'identité de la résidente. Ils décrochent le gros lot. Kimberly McCarthy est une ergothérapeute de 36 ans. La police s'approche de la maison pour arrêter la suspecte. Elle avait commis un crime. Elle devait donc être arrêtée. Plus vite on arrête un suspect et on récolte des indices, mieux c'est. Les enquêteurs sonnent à la porte. Il n'y a personne. Les enquêteurs se lancent dans une course contre la montre. Quelque part, dans Dallas, une meurtrière sauvage, prête à tout, est en liberté. Elle est armée et dangereuse. Si la police ne la retrouve pas rapidement, elle pourrait à nouveau frapper. Juillet 1997. La police du Texas recherche une ergothérapeute suspectée de meurtre, Kimberly McCarthy. Elle a disparu après avoir brutalement massacré une ancienne professeure à la retraite, Dorothy Booth. Les enquêteurs explorent son arrière-cour à la recherche d'indices sur là où elle s'est rendue. À première vue, Kim McCarthy semble être une professionnelle de la santé respectueuse de la loi. Son comportement ne correspondait pas à son profil. C'était déconcertant. Vue de l'extérieur, elle était comme vous et moi. C'était une fille de bonne famille. Elle avait été scolarisée dans des écoles privées et catholiques. Elle avait eu son bac. Elle a eu plusieurs opportunités d'études. Elle avait tout pour elle. En tant qu'ergothérapeute, Kim McCarthy travaille avec plusieurs patients. Elle les aide à surmonter leur affection handicapante et les pressions du travail. Elle a été formée à aider les gens en détresse, malades ou qui ont besoin d'aide. Ce n'est pas une infirmière, mais quelqu'un qui vient vers les autres pour les aider, les soutenir et les remettre sur pied. Pour les enquêteurs, le profil de Kim McCarthy ne correspond pas à celui d'une meurtrière forcenée. Mais en creusant un peu, ils font une découverte étonnante. Ils apprennent que sa vie a commencé à dérailler pendant ses études, quelques années plus tôt.
Quand elle est entrée à l'université, les choses ont mal tourné. Elle a pris des drogues pour la première fois. À partir de ce moment-là, un tout autre avenir l'attendait. Kim McCarthy consomme du crack. Elle devient vite accro et perd tout contrôle sur sa vie. Elle se met à enfreindre la loi pour satisfaire sa dépendance. Elle a déjà été inculpée 3 fois. Une fois pour prostitution, une fois pour contrefaçon et une autre pour vol. Elle aurait fait n'importe quoi pour satisfaire ses besoins. J'en ai déjà vu voler leur propre famille, être violents envers leurs proches, commettre des crimes épouvantables pour assouvir leurs besoins. Au début des années 90, Kim McCarthy commet des crimes de plus en plus graves à mesure que sa dépendance prend le dessus sur sa vie. Elle encaisse des chèques falsifiés pour se payer des doses. Mais elle se fait vite prendre. Elle est condamnée à 4 mois de prison pour fraude. Son séjour en prison semble être un électrochoc. À sa sortie, elle obtient un poste dans une école et dans une maison de retraite, à Dallas. 1 mois avant le meurtre de Dorothy Boos, elle décroche un poste de thérapeute bénévole. Elle avait fait une cure de désintox et voulait passer à autre chose. Elle s'en sortait bien. Elle avait obtenu un poste très bien payé. Elle montait en grade et avait l'air douée dans son domaine. Mais les enquêteurs découvrent qu'elle ne peut pas rester totalement sobre. Son appétit pour les drogues revient à la charge. Soit elle prenait du crack, soit elle en vendait. Elle en consommait ou le vendait chez elle à Lancaster. Le 24 juillet 1997, la police de Lancaster se rend chez Kim McCarthy. Elle fouille la maison à la recherche d'indices, la reliant au meurtre de Dorothy Boos. Sa maison était très belle, très propre et moderne. Il y avait 3 chambres, 2 salles de bain avec de beaux meubles. La maison est rangée. Mais les enquêteurs remarquent quelque chose d'étrange dans la cuisine. En fouillant la maison de Kimberly McCarthy, nous avons remarqué un bloc à couteau sur un des meubles. Et il en manquait un. Les enquêteurs pensent que ce couteau a servi à tuer Dorothy Boos. Ils examinent la maison de fond en comble, à la recherche de l'ustensile. Ils découvrent quelque chose sur un des meubles de cuisine. Nous avons fini par trouver le couteau qui avait disparu. Il correspondait au bloc, et en regardant de plus près, nous avons constaté qu'il y avait encore des traces de sang entre la lame et le manche. Le couteau est tout de suite apporté à la police scientifique. Des analyses poussées confirment le lien avec Dorothy Boos. C'était l'indice le plus significatif et important de cette affaire. Le sang présent sur le manche du couteau, retrouvé chez Kimberly McCarthy, a été testé. Il correspondait au sang de Dorothy Boos. Les enquêteurs ont trouvé l'arme du crime. Il ne leur reste plus qu'à trouver la meurtrière. La police redouble d'efforts. Nous avions mis la maison sous surveillance pour observer les allées et venues. À partir de ce moment-là, notre travail consistait à chercher des indices, interroger des gens et mettre des avis de recherche. Les enquêteurs doivent agir vite. La toxicomanie de Kimberly McCarthy augmente le risque qu'elle devienne violente à tout moment et fasse une autre victime.
N'importe quel individu avec un caractère violent ou potentiellement violent verra cette violence démultipliée par le crack. Le mal sera fait avant de pouvoir réfléchir de façon rationnelle. Il n'est plus la même personne. Kim McCarthy a un comportement imprévisible et elle est difficile à pister. Elle disparaît des radars. À plusieurs reprises, on était à 2 doigts de la voir. On était à quelques heures de route quand elle a quitté son domicile. Parfois, on ne savait absolument pas où elle était. Au moment où Kim McCarthy semble avoir disparu, les enquêteurs découvrent une nouvelle piste. On a contacté le shérif de Dallas qui s'occupe de la prison du comté. Kimberly McCarthy avait déjà été arrêtée pour un délit mineur. Dans le dossier, il y avait l'adresse des amis qui lui avaient payé sa caution. Elle est peut-être cachée chez ses amis. Les enquêteurs passent à l'action. Quelques heures plus tard, ils frappent à la porte d'une résidence de Dallas. Ils investissent la maison et trouvent vite ce qu'ils cherchent. Kimberly McCarthy est évanouie sur un lit après avoir pris du crack. Les enquêteurs l'arrêtent. Elle refuse de partir sans ses affaires. Ils l'ont arrêtée et elle l'emmenée au poste. Elle voulait absolument prendre son sac à main avec elle. Mon sac à main, je le veux. C'est là que les enquêteurs trouvent une connexion concrète avec la victime, Dorothy Booth. En fouillant son sac, on a trouvé le sac de Dorothy Booth, ainsi que son permis de conduire, ses cartes de crédit et d'autres objets personnels présents dans son portefeuille. Les enquêteurs ont leur suspecte. Ils doivent maintenant entendre sa version des faits et découvrir pourquoi elle est en possession d'objets appartenant à Dorothy Booth. Au poste, les enquêteurs l'interrogent. Mais elle refuse de parler, sauf si la police lui donne quelque chose en contrepartie. On lui a posé des questions, elle ne répondait jamais. Elle était évasive et ne parlait pas beaucoup. Au bout d'un moment, elle nous a dit que si on lui trouvait du crack, elle nous dirait tout ce que l'on voulait savoir. Même si cette approche peut paraître étrange, cela montre à quel point le crack avait pris le contrôle sur sa personnalité et sa capacité à raisonner. Les enquêteurs passent à la vitesse supérieure. Ils la poussent à expliquer comment le sac à main et les cartes de crédit de Madame Booth sont arrivés en sa possession et pourquoi l'arme du crime a été retrouvée chez elle. Face à des preuves irréfutables, Kim McCarthy craque. Elle dit aux enquêteurs qu'elle est prête à tout avouer. Elle raconte sa version des faits dans une déclaration écrite. Selon elle, le jour du meurtre de Dorothy Booth, elle était chez elle à fumer du crack avec 2 revendeurs de drogue du coin, Jesse et Kilo. À court de drogue, les 2 hommes la menacent afin qu'elle leur donne de l'argent pour en racheter. Elle dit que sa voisine, Dorothy Booth, peut lui en prêter. Toujours selon elle, les 2 revendeurs prennent les choses en main. Ils frappent à la porte de Dorothy Booth. Elle leur ouvre la porte. Et là, la situation tourne au cauchemar.
L'analyse de la scène de crime montre que dès que Dorothy Booth a ouvert la porte, elle a été attaquée. Sur le perron, devant sa porte. Les revendeurs poignardent Dorothy Booth à plusieurs reprises avant de s'enfuir de la maison. Kim McCarthy maintient qu'elle n'est pas impliquée. Elle prétendait que les deux revendeurs, qu'elle ne connaissait pas bien, étaient entrés dans la maison et avaient attaqué Dorothy Booth pendant qu'elle était dans la voiture à attendre. Quelques secondes plus tard, ils reviennent avec des objets volés dans le sac à main. Ils rejoignent Kim McCarthy dans la voiture et roulent jusqu'à Dallas. Dans le sac, elle aurait découvert la carte de crédit de Madame Booth et une bague en diamant. Elle les échange contre du liquide dans un magasin de Dallas. Les enquêteurs vérifient ces informations et les confirment. Nous avons appris que l'alliance était peut-être chez un prêteur sur gage à Dallas. Le propriétaire du magasin avait fait la transaction avec Kimberly. Il l'a reconnue lors d'une séance d'identification comme celle qui a mis la bague en gage. Ensuite, le trio utilise l'argent pour acheter de la drogue et se l'injecter. La version de Kim McCarthy semble plausible, mais une des preuves ne colle pas. Si Jessie et Kilo ont attaqué Dorothy Booth aussi vite que ce qu'elle dit, pourquoi a-t-on retrouvé le sang de la victime dans toute la maison? Si deux hommes avaient attaqué une vieille dame de 71 ans, elle serait morte dans l'entrée. Il n'y aurait pas eu de lutte dans toute la maison. Une vieille dame vulnérable aurait-elle ouvert la porte à deux inconnus? La scène de crime ne raconte pas la même histoire. Il n'y a pas de traces de ces deux complices. C'est presque impossible de croire que Dorothy Booth a ouvert sa porte à deux inconnus. Ça ne serait jamais arrivé. Mais elle aurait ouvert à Kim McCarthy. Il y a aussi la question du doigt sectionné, le bain de sang dans la cuisine et le sucre renversé sur le sol. Les enquêteurs sont persuadés que Kimberly McCarthy ment et qu'elle est coupable. Rien ne correspondait à sa version des faits. Nous sommes arrivés à la conclusion, après avoir étudié tous les éléments de l'enquête, que rien n'appuyait sa version des faits. Kimberly McCarthy est accusée d'homicide volontaire sur Dorothy Booth. L'affaire promet un procès retentissant. La vérité sur l'un des plus horribles massacres de l'histoire du pays est sur le point d'être dévoilée. Le 11 novembre 1998, dans un tribunal de Dallas, le procès de Kimberly McCarthy s'ouvre. Elle plaide non coupable pour le meurtre de la professeure à la retraite Dorothy Booth. Ses avocats maintiennent qu'elle est innocente, que deux revendeurs de drogue, nommés Jessie et Kilo, sont responsables et qu'ils l'ont forcée à être leur complice. Elle se défendait en disant « Je ne suis pas allé chez elle. Ce n'était pas moi. Ces deux-là sont allés chez elle et l'ont tuée. » Kim McCarthy prétend qu'après le meurtre, elle, Kilo et Jessie ont pris la voiture, qu'ils sont allés en ville et ont utilisé ses cartes de crédit et l'argent tiré de la revente d'objets pour acheter de la drogue. Elle affirme que le couteau taché de sang trouvé chez elle a été mis là par les deux revendeurs pour lui faire porter le chapeau. Mais, selon l'accusation,
les preuves racontent une toute autre histoire. Durant notre enquête, nous avons interrogé beaucoup de gens. Personne ne connaissait de près ou de loin ces deux individus. En regardant les indices physiques émanant de la scène de crime, on se demande s'il y a quoi que ce soit pour appuyer son histoire. La réponse est non. Elle a tout inventé. Selon certains experts, l'étrange version des faits de Kim McCarthy montre à quel point les drogues ont altéré sa perception de la réalité. Les confessions de Kimberly McCarthy sont typiquement ce que l'on attend de gens accros aux drogues, et particulièrement au crack. Ce sont des propos qui n'ont aucun sens. Une créativité, si on veut, une capacité à inventer une histoire que l'on voudrait crédible, mais qui ne correspond pas à la réalité. Les procureurs tracent les grandes lignes du déroulement des événements. Kim McCarthy sait que Dorothy Booth est une personne aimable. La professeure à la retraite lui a prêté de l'argent à plusieurs reprises, en lui laissant des chèques dans sa boîte aux lettres. Voulant désespérément assouvir son besoin de crack, Kim McCarthy prépare un plan diabolique pour avoir plus d'argent. Elle appelle Madame Booth et demande si elle peut lui emprunter du sucre. Elle a joué la carte de l'amitié. Elle la connaissait bien. La victime voulait être une bonne voisine et une bonne amie. De bon matin, elle ouvrirait la porte à Kim McCarthy, qu'elle connaît bien. Voulant l'aider, elle lui donnerait ce qu'elle voulait. Kim McCarthy se rend chez Dorothy Booth. La professeure retraitée ouvre la porte et Kimberly la salue d'un coup de couteau dans la poitrine. Dorothy saigne abondamment et se réfugie chez elle. La jeune femme la suit et la poignarde à plusieurs reprises dans le dos et la poitrine. Elle remarque la bague en diamant au doigt de la vieille dame. Elle la lui enlève de la pire façon qui soit. Elle l'a traînée dans la cuisine et sa main s'est retrouvée près du présentoir à couteau. Elle a découpé son doigt en s'y reprenant à 3 fois, juste pour avoir la bague. Juste imaginer la scène, c'est... Je ne souhaiterais pas ça à mon pire ennemi. Dorothy Booth s'accroche à la vie. Elle essaie d'échapper de nouveau à son assaillante. Kim McCarthy la suit et lui assène un coup fatal. Dorothy Booth était forte. Elle a réussi à ramper vers la porte, où Kim McCarthy s'est emparé du candélabre, qui était très lourd, et l'a frappé à mort au visage, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus la reconnaître. Elle l'a frappé tellement fort qu'elle lui a cassé les dents et la mâchoire. Elle est morte, avachie par terre, au milieu du sucre renversé dans toute la pièce. Son chien s'est approché et s'est blotti contre elle. D'après l'accusation, Kim McCarthy vole le sac à main de Dorothy Booth avant de rentrer pour nettoyer l'arme du crime. Elle la cache au-dessus d'un meuble de sa cuisine. Ensuite, elle vole la voiture de Dorothy Booth. Met la bague en gage à Dallas et va se coucher avec une réserve de crack. Quand les enquêteurs trouvent l'arme du crime, les analyses scientifiques montrent des traces de sang appartenant à Dorothy Booth.
Cette preuve confirme au jury que Kim McCarthy a agi seule quand elle a tué Dorothy Boos. Le jury aime quand il y a des traces d'ADN. L'accusation espère toujours avoir ce genre de preuves dans une affaire comme celle-là. Dans ce cas précis, on a eu la chance de trouver de l'ADN. Les échantillons correspondaient parfaitement. Nous étions sûrs que le couteau qui a servi à tuer Dorothy Boos était celui que l'on avait retrouvé chez Kim McCarthy. Les preuves contre Kim McCarthy sont irréfutables. Le 17 novembre 1998, le jury la reconnaît coupable du meurtre de la professeure retraitée Dorothy Boos. L'avocat de Kim McCarthy soutient que la toxicomanie de sa cliente est un facteur atténuant. Certains témoins nous ont parlé de sa consommation de drogue, de sa dépendance au crack et de la manière dont cela a pu influencer son jugement et prendre le contrôle sur ses actions. Mais son statut de professionnel de la santé finit de convaincre le jury que Kim McCarthy était en pleine possession de ses moyens et avait prémédité le crime. Les preuves nous montraient qu'elle connaissait la différence entre le bien et le mal. Elle avait un poste haut placé dans le secteur médical. Je pense que le jury n'y a pas cru. C'est maintenant au juge de prononcer son verdict. La gravité du crime de Kim McCarthy mérite la peine de mort. À ce stade critique du procès, de nouvelles informations macabres sont dévoilées. Dorothy Boos ne serait pas sa première victime, ce qui lui vaut un aller simple pour le couloir de la mort. Le destin de l'ergothérapeute Kimberly McCarthy est entre les mains du juge. Elle est déclarée coupable d'avoir poignardé et frappé à mort sa voisine, Dorothy Boos. Pendant que le jury délibère, l'accusation présente de nouveaux éléments provenant d'anciennes affaires qu'ils pensent être liées à Kim McCarthy. Quand l'affaire est passée devant le tribunal de Dallas, la police a montré que l'ADN de Kim McCarthy correspondait à celui retrouvé sur 2 anciennes affaires de meurtre. On a épluché ces dossiers. Il y avait beaucoup de similitudes entre les 2 affaires et le meurtre de Dorothy Boos. Ça a complètement changé la donne. En décembre 1988, 10 ans avant le meurtre de Dorothy Boos, la police découvre le cadavre de Maggie Harding, 81 ans, dans son garage. Elle a été matraquée et poignardée à mort. L'argent que Madame Harding gardait chez elle a disparu. Mais son assaillante a laissé des traces. Il y avait aussi eu une lutte. L'agresseur de Maggie Harding avait été blessé et avait perdu du sang. Le sang trouvé sur la scène de crime et celui de Kim McCarthy correspondent. Madame Harding avait gentiment laissé Kimberly McCarthy entreposer des affaires dans son garage. Madame McCarthy lui a rendu l'appareil en la tabassant à coups d'attendrisseur à viande et de couteau. Une semaine plus tard, la police retrouve le corps de Jetty Lucas, 85 ans, dans sa maison dans le sud de Dallas. Tout comme Maggie Harding, elle avait été poignardée et matraquée avec un objet contondant. Jetty a été tabassée sans merci avec les 2 côtés d'un marteau et poignardée à plusieurs reprises. Les biens de la victime ont également disparu. Et une fois encore, l'attaquant a laissé un indice sur son identité. Une empreinte digitale sanglante sur le réfrigérateur. Elle correspond à l'ADN de Kim McCarthy.
Dans les deux affaires, les empreintes digitales étaient reliées à Kim McCarthy. Au cours des deux attaques, elle s'était blessée. Ces échantillons de sang ont été analysés et correspondaient à celui de Kim McCarthy. Nous avons compris sa façon de procéder. Cette femme n'est pas comme nous, elle est différente. C'est une meurtrière psychotique et sociopathe, prête à tuer non pas une, mais 3 personnes innocentes, et elle ne ressent pas le moindre remords. Kim McCarthy n'est pas jugé pour les meurtres de Maggie Harding et J.T. Lucas. Mais selon la loi du Texas, le juge doit prendre en compte son implication dans ces affaires avant de rendre son verdict. Le 24 novembre 1998, il impose sa sentence. Kimberly McCarthy est condamnée à la peine de mort par injection létale. Quand sa sentence est tombée, Kim McCarthy n'a eu aucune réaction. Elle est restée assise, son visage n'exprimait rien du tout. Pas de surprise, pas de tristesse, rien. En 2001, la condamnation à mort de Kim McCarthy est annulée suite à une erreur de procédure. Mais la sentence est confirmée 1 an plus tard. Elle passera 12 ans dans le couloir de la mort. Le 26 juin 2013, sa peine est mise à exécution. Kim McCarthy devient la 13e femme à être exécutée aux États-Unis suite au rétablissement de la peine de mort en 1976. Il y avait des manifestants devant la prison. À l'époque, je me disais, si seulement ils savaient. S'ils savaient ce que cette femme avait fait, serait-il là à manifester contre sa condamnation à mort? Lors de son exécution, j'ai espéré voir quelque chose sur son visage. J'espérais voir des remords ou une remise en question. Mais ça n'a pas été le cas. Kim McCarthy a débuté sa carrière en tant qu'ergothérapeute, dédiant sa vie à aider ceux dans le besoin. Comment une professionnelle de la santé a-t-elle pu devenir une meurtrière sans pitié? Certains mettent en cause sa dépendance à la drogue. Le crack provoque une très forte accoutumance. Sous l'effet du crack, on a l'impression de contrôler pleinement ses facultés de façon disproportionnée. On se sent presque comme un dieu tout-puissant, capable de tout accomplir, sans remettre en question ses actes. Cela pousse les gens à faire n'importe quoi, à ramper dans un caniveau, à attaquer les autres. Ils sont prêts à tout pour trouver de l'argent et acheter du crack. D'autres pensent que l'instabilité psychologique sous-jacente de Kim McCarthy a été le catalyseur de sa soif meurtrière. Elle avait un côté sombre en elle. Quand ce côté sombre prenait le dessus, elle se transformait en monstre, en s'attaquant à des femmes âgées et sans défense dans leur propre maison. Ces actes de barbarie nous montrent la vraie et terrible nature de Kim McCarthy. Kimberly McCarthy a tué sans retenue et sans montrer aucun remords. Ces crimes font partie des meurtres les plus cruels et les plus violents de l'histoire des États-Unis. Des décennies plus tard, ceux qui étaient reliés de près ou de loin à l'affaire sont toujours sous le choc. C'est l'une des affaires les plus horribles, violentes et macabres que j'ai couvertes de toute ma carrière. J'y pense encore aujourd'hui. Les photos de la scène de crime sont ancrées dans ma mémoire. Une fois qu'on a vu quelque chose d'aussi affreux, on ne peut jamais l'oublier.